À toi. Donc, nous allons passer à la partie environnementale. C'était important d'avoir ces ordres de grandeur avant de discuter impact environnemental. Et pour en parler avec nous, on accueille 3 shifters qui sont déjà dans les starting blocks, qui sont sur scène. Donc les shifters, qu'est-ce que c'est ? Ce sont des bénévoles. Donc il y en a à peu près 30 000, plus de 30 000 en France, qui portent et diffusent les travaux du Shift Project. Le Shift Project, vous en avez peut-être entendu parler, c'est ce think tank dédié à la décarbonation qui est présidé par Jean-Marc Jancovici. Voilà, et donc, partout en France, des bénévoles comme aujourd'hui Sébastien, Emmanuel et Jean-Pierre diffusent ces travaux. Donc on les remercie déjà beaucoup d'être venus. Donc Emmanuel et Sébastien vont nous présenter le rapport du Shift. Ils vont être obligés un petit peu de se tordre pour le faire tenir en 30 minutes, mais je compte sur vous. Et ensuite, Jean-Pierre, qui vient d'un département où il y a plus de vaches que d'habitants et qui est lui-même polyculteur-éleveur, nous racontera comment, sur son exploitation, il a mis en place un certain nombre de leviers de décarbonation, mais aussi de résilience qui sont évoqués dans le rapport du Shift. Voilà, donc on va avoir une application pratique. Messieurs, je vous laisse le pupitre. Je vois que tu as déjà préparé le compteur j'ai déjà minuté. Voilà, c'est ça. Vous restez par ici ? Oui, vous. Ok. Merci pour l'invitation. Merci d'être avec nous. Donc l'idée, c'est comment. Non, c'est l'autre bouton. Voilà. Oui, donc on est 3 et on va vous présenter. Comment on dit, on va gagner du temps. Donc voilà, nous avons. Voilà ce qu'on va couvrir. Qu'est-ce que c'est le Shift Project ? Sébastien va vous expliquer un peu ce qu'on essaye de faire. On va essayer de voir ensemble pourquoi, en fait, il est important d'agir pour avancer dans la transition. On va voir aussi un peu quelques scénarios et à 2050, où est-ce qu'on voit en fait l'évolution. Quelques mots sur la grande consultation des éleveurs qui a été organisée par le Shift Project. Et après, quelques pistes pour réaliser cette transition. Et après, en fait, on aura le plaisir d'avoir un exemple précis et concret sur l'Aveyron. Et questions-réponses. Sans plus attendre, on va passer sur le Shift Project et les shifters. Donc ça, c'est à moi. Donc, comme disait tout à l'heure Caroline, on vous le explique très rapidement. Le Shift Project est créé en 2010. C'est une association de loi 1901 d'intérêt général. Son but est d'éclairer, d'influencer. Ils se sont aperçus qu'ils n'étaient pas assez. Ils ont demandé à des bénévoles de se créer ensemble. Donc, comme disait Caroline tout à l'heure, 30 000 personnes en France, avec plus de 1000 qui sont réellement actifs. Et donc, ça a créé les Shifters en 2014, dont le but est d'entreprendre, faire rayonner et influencer, et qui donne une aide bénévole ensuite pour influencer d'un point de vue lobbyiste, événements, d'échanges, partenariats et éclairer. On passe pas mal dans les médias, en particulier Jean-Marc Jancovici, mais pas que. Voilà la suivante, s'il te plaît. Donc pourquoi on est convaincu qu'il faut agir, c'est que, et en particulier en agriculture, vous avez aujourd'hui 2 contraintes. D'une part, la contrainte climat, avec le changement climatique. Je vous rappelle que la stratégie bas carbone de la France, on doit passer de 74 mégatonnes de CO2 à 48 mégatonnes de CO2 de production agricole à l'horizon 2050. Et en plus, on a une autre contrainte qui va vous impacter principalement toute la société, mais les agriculteurs en premier lieu, qui est la contrainte énergétique, avec une contraction inévitable de l'approvisionnement pétrolier et des énergies fossiles, qui va réduire la consommation de pétrole, peut-être de force, en tout cas on ne l'espère pas. La suite, s'il te plaît. Donc les travaux du Shift, on est passé, donc il y a un plan de transformation de l'économie française qui a été édité il y a quelques années. On s'est aperçu qu'il y avait un problème sur l'agriculture parce qu'on n'était pas allé assez loin. Donc en 2023-2024, on a travaillé donc sur le chapitre 1 qui est l'agriculture, et ensuite on est en train actuellement de travailler sur l'agroalimentaire et l'alimentation. C'est un travail que nous faisons actuellement. Pour le moment, on a travaillé vraiment que sur l'agriculture, c'est-à-dire de l'entrée à la ferme, de l'entrée à la sortie de la ferme. Bien entendu, ça sera un bouclage et une mise en cohérence. Je tiens juste à vous rappeler très rapidement que, si tu continues, on est sur le périmètre de France hexagonale, horizon 2050, et on a exclu la pêche et on a exclu l'aquaculture. Donc,
Donc, par rapport à ça, les objectifs et les périmètres du projet, ça a été dans un premier temps de chiffrer les contraintes physiques et documenter l'ensemble des enjeux socio-économiques dans le monde de l'agriculture, de discuter avec l'ensemble des acteurs agricoles, de proposer des trajectoires de transformation, formuler des messages opérationnels, ce qu'on est en train de faire, et surtout diffuser l'ensemble des travaux. On a travaillé sur l'ensemble des points que vous voyez en vert, plus la santé des écosystèmes, la résilience socio-écologique, l'emploi, la formation et la technologie. Tout ce qui est en blanc, on n'a pas pu travailler dessus parce qu'on n'était pas assez nombreux et parce qu'il y avait un problème de temps et qu'il fallait à un moment donné sortir le rapport, et on aurait pu encore continuer pendant des années puisque l'agriculture est en perpétuelle évolution. Donc, comment est-ce qu'on a travaillé l'organisation du projet? C'est un travail qui a été collectif. Donc, le Shift Project, qui est une équipe qui a été dédiée à ça avec des conseillers scientifiques. C'est un collège d'agriculteurs avec plus de 150 organisations de l'agriculture qui travaillent dans l'agriculture, que ce soit syndicaux, des agriculteurs, etc., qu'on a consultés. Plus de 300 personnes qui ont travaillé ensuite dessus dans des cercles thématiques en agriculture et en alimentation, avec 2 groupes de travail principaux, la place de la technologie, important, et le travail sur l'emploi et la formation, bien évidemment, extrêmement important aussi. Et ce travail a été complété par une grande consultation d'agriculteurs qui a fait beaucoup de bruit au niveau médiatique, puisque ça nous a permis de toucher un autre public qu'on ne touchait pas obligatoirement. Emmanuel, c'est à toi. Merci. On va vite, hein. Normalement c'est 1h30 la présentation. Donc bon, après je vais un peu prêcher à des convertis, mais vous savez, voilà, comme on a discuté tout à l'heure pendant le quiz, en fait, la France est très variée, il y a beaucoup de cultures, beaucoup de climats. Alors il y a des régions qui se sont spécialisées, en fait, par exemple la Bretagne qu'on voyait tout à l'heure, où on peut avoir aussi le nord de la France ou nord-centre de la France, avec beaucoup en fait de céréales. Mais quand on regarde en fait le sud-ouest, et tout à l'heure on ira en Aveyron, on a plus en fait des élevages et de la polyculture, on a même de la vigne, donc en fait on n'a pas cet effet-là qu'on a en fait dans cette espèce de spécialisation en fait que l'on a dans d'autres régions. Alors bien sûr l'agriculture, c'est en fait on utilise la photosynthèse, on utilise de l'eau, du CO2, on utilise le sol pour fixer en fait de l'azote, du potassium, et en fait on produit principalement de la biomasse agricole, en fait 250 mégatonnes. Et grâce à ça, en fait aussi, pour ça en fait on a besoin de sol, et on a fait un conflit aussi et des arbitrages à faire entre les différents usages. Principalement, bien sûr, on produit de l'alimentation, mais aussi on peut produire de l'eau, de l'énergie, des matériaux, et aussi, bien sûr, on a des liens avec l'économie du territoire, de la bioéconomie. Donc, en fait, tout ça, c'est un système, en fait. Et donc, il faut réaliser ces arbitrages au niveau des ressources, parce que, bien sûr, c'est pas une production fixe, puisqu'on dépend du climat, et on a aussi des besoins d'arbitrer, et de plus en plus, en fait, en campagne, on se retrouve en fait à avoir des compromis ou des choix à faire avec les débouchés économiques, mais aussi avec les habitants et les consommateurs. Donc là, la fait l'agriculture, alors depuis très longtemps, et même depuis le néolithique, fonctionnait en fait dans un modèle assez stable, avec des rendements qui étaient relativement stables, beaucoup de traction animale, aussi une partie qui était dédiée à nourrir les habitants de la ferme. Et en fait, on a eu une révolution dans les années 60 avec l'arrivée de la mécanisation et avec des énergies fossiles. Et on voit, c'est très clair en fait, dans les années 60, on passe d'énergie qui était non carbonée principalement à des énergies carbonées avec principalement des carburants pour faire fonctionner des moteurs et des fertilisants de synthèse. Et après d'autres effets. Mais bon, l'effet bénéfique, c'est qu'on voit en fait une augmentation des rendements, comme on voit ici en fait. Voilà. Plus de pétrole, plus de rendement, donc il y a un lien direct entre les deux. Donc c'est un des rares secteurs en fait où on n'a pas une addition en fait des énergies, mais on a une conversion en fait des énergies, ce qui rend en fait la transformation plus difficile encore. Et il faut rappeler que maintenant, il y a une stagnation de la production depuis quelques années.
Donc en fait, le secteur agricole, comme on vient de voir, en fait, est très dépendant à l'énergie fossile. On voit en fait la partie du 72%, c'est du pétrole, 6% c'est du gaz, un peu d'électricité, un peu d'énergie renouvelable. Mais il ne faut pas oublier de rajouter en fait tout ce qui est la partie importée, notamment sur les engrais ou sur des intrants comme le soja, par exemple, qui rajoutent en fait dans le bilan carbone du secteur. Et en plus de ça, si on veut, il y a une vulnérabilité en fait parce que par définition, l'agriculture elle est intrinsèquement liée au changement climatique avec des sécheresses, des inondations, des écarts de température, des gels, etc. Alors si on prend un exemple extrême, bien sûr, ce qui est par exemple le citron. Là, c'est actuellement le citron, on peut en faire un peu autour de Menton, on peut en faire aussi un petit peu dans le Pays Basque. Mais si on regarde à horizon 2100, on voit en vert, on pourra en faire dans beaucoup plus d'endroits. Alors si on prend d'autres cultures, on prend le maïs, il y a des endroits aussi, il y aura des endroits où on ne pourra plus en faire, et une remontée en fait des écarts de température et des remontées des cultures. Donc les contraintes sur l'eau, avec des besoins, plus de besoins d'irrigation, avec une augmentation des températures, avec des stades critiques, des endroits où on ne pourra plus produire, parce qu'on en discutait tout à l'heure avec par exemple le maïs, avec des températures au-delà de 40 degrés qui vont tuer les pollens, donc en fait, ou des vaches qui vont devoir monter en altitude parce qu'il va faire trop chaud pour les vaches. Les sols avec une érosion physique, s'il y a plus de pluie ou moins de pluie, avec aussi des sécheresses beaucoup plus fortes qu'avant en fait, et donc une pression sur la biodiversité, sur les types de semences, sur la génétique. Donc voilà un peu un secteur difficile, non seulement avec une dépendance aux énergies fossiles, mais aussi en fait une pression climatique. Donc si on regarde un peu le bilan, en fait, comme on disait tout à l'heure, en fait, pour l'instant on est à 74 mégatonnes équivalent CO2. Alors l'élevage représente une grande partie, aussi par la production de méthane, en fait, principalement des ruminants, mais on a aussi les cultures, bien sûr, et simplement les moteurs et chaudières et l'utilisation de fossiles ne représentent que 10 sur ce 74. Voilà. Et après, en fait, il faut rajouter aussi des émissions indirectes avec la fabrication d'engrais azotés, les autres intrants, la production d'énergie qui en croissance, et qui sont des périmètres non exclusifs, aussi le transport pour l'alimentation animale. Et on peut lier aussi à ce qu'on a dit tout à l'heure, en fait, avec les transports qui rajoutent dans ce bilan carbone. Ça peut passer. Alors on passe à la partie 3. Quelles sont les pistes de transition pour l'agriculture à horizon 2050 ? Oui, il en faut, parce que là, Emmanuel, tu nous as un peu cassé le moral. Donc, par rapport à ça, quelles sont les pistes de transition ? Donc, comment est-ce qu'on a étudié les scénarios ? Quoi que ça consiste déjà des études de scénarios, on va comprendre et analyser la composition et l'ensemble des flux. Alors, comprendre la composition de l'agriculture française, qui est très vaste, très variée. On va regarder les ensembles des flux entrants et sortants. Et qu'est-ce qu'on va faire ensuite en suivant ? On va s'apercevoir qu'il y a énormément de reboucage à l'intérieur. Une fois qu'on a fait tout ça, qu'est-ce qu'on fait ? On va chiffrer tonnes, mètres cubes, kilowattheures. On va chiffrer tout ce qui est énergie, on va chiffrer tout ce qui est tonnage, on va chiffrer tout ce qui est bilan carbone, vous le voyez en haut à droite. Et on va regarder l'agriculture dans son ensemble, sur l'ensemble de la France métropolitaine. Ensuite, qu'est-ce que l'on fait ? Eh bien, on établit un modèle. On relie tous ces flux, on regarde les conflits d'usage, on fait tourner des modèles mathématiques énormes, et à partir de là, on lui fixe un objectif et on fait un scénario, des scénarios. Qu'est-ce qu'on va devoir changer pour l'atteindre ? Quels vont être les effets induits ? Tout ce type de choses. Par rapport à ça, on a regardé bien évidemment, excusez-moi, avec le changement et l'évolution climatique qui va être aussi très importante et qui va impacter fortement l'ensemble des activités humaines. Et en premier lieu, l'agriculture, vous commencez à le voir tous et toutes. Si on change, en fait, on a regardé 4 scénarios contrastés à l'horizon 2050. Il y a 3 scénarios pour répondre à des priorités stratégiques, une meilleure autonomie agricole et une alimentation nationale. On reste en métropole, on nourrit l'ensemble de la population. Une deuxième, une contribution à l'indépendance énergétique nationale. Là, on est parti plutôt sur l'énergie directement et on regarde moins l'alimentation, ce qui est un peu étonnant. Mais en tout cas, c'est ça pour favoriser le maximum de biomasse.
Et un troisième scénario qui est une contribution à la sécurité alimentaire internationale pour fournir un maximum de protéines au niveau international. Attention, ces trois scénarios, on n'arrive pas aux stratégies nationales bas carbone de baisser jusqu'à 48 mégatonnes. Et enfin, il y a un scénario pour répondre dans les compteurs physiques, qui est un scénario qu'on a appelé de conciliation. On met tout le monde autour d'une table et on se donne des objectifs pour arriver à ces 48 mégatonnes. Donc, les objectifs de gaz à effet de serre, 48 mégatonnes, c'est un scénario qui est dans une forme de résilience. On crée une agriculture résiliente, en particulier l'élevage, mais pas que. Donc, alors là, la prochaine, accrochez-vous. Donc, les leviers de transition, une approche qu'on doit être systémique. Vous voyez, là, il y a différents leviers. Faire évoluer le système d'élevage, reconfigurer la fertilisation, assurer le bouclage des cycles, le stockage carbone et la réduction des carbonés en même temps et produire de l'énergie. Si on regarde bien les deux premiers cycles, on va faire une fertilisation organique en faisant évoluer les systèmes d'élevage. Mais en même temps, grâce aux légumineuses, on reconfigure la fertilisation. Si on continue, attention, il faut me suivre. Là, grâce aux couverts végétaux, dont les légumineuses, on va maintenir et augmenter le stockage du carbone avec la fertilisation et on reboucle les cycles. Et au même moment, on fait évoluer les systèmes d'élevage avec des prairies permanentes et des haies pour maintenir et stocker le carbone. Si on continue, pour assurer le bouclage des sites, on a des digestats de méthanisation pour reconfigurer la fertilisation. Mais au même moment, on fait évoluer le système d'élevage en reconnectant les élevages et les cultures pour assurer de nouveau le bouclage des sites. Si on continue comme ça, le biogaz pour les tracteurs, par exemple, on a parlé tout à l'heure en mangeant, on assure le bouclage des sites et du coup, ça nous permet de réduire, décarboner et produire de l'énergie au même moment. Et on réduit le travail sur le sol pour maintenir, augmenter le stockage, mais au même moment, ça va nous permettre de réduire, décarboner et produire de l'énergie. On fait un mix de tout ça, on regarde qu'est-ce qui s'est passé et dans les modèles mathématiques, on les fait tourner et on arrive à la prochaine, qui va être la prochaine. Solagro, je ne sais pas si vous le voyez là. En fait, c'est un système qui nous a permis de regarder l'ensemble et qui nous a permis de travailler d'un point de vue systémique avec plusieurs leviers de transition. Les leviers, on va vous le présenter, on va faire très vite parce que vous pourrez les retrouver principalement. Donc, ça, on peut passer, s'il te plaît, très très vite. Tac, 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 merci. Encore, voilà. Premier levier, réduire et décarboner et produire de l'énergie. On va consommer moins d'énergie, décarboner l'énergie résiliente pour produire des bioénergies. Ça, c'est le premier levier. On va passer très vite, à part sur le levier d'élevage qui vous intéresse principalement ici, on passera un peu plus. La deuxième, on reconfigure la fertilisation, évolution des besoins, maximisation des recyclages, décarbonation de la fabrication. Tout ça dans un but de résilience toujours agrosystémique, énergétique et géostratégique accru. Le troisième levier, on va rester un tout petit peu focus sur ce levier. Donc on va préserver les systèmes vertueux, diminuer les effectifs et limiter les émissions importées. Pour cela, sur la partie élevage ruminant, on va essayer moins 15% d'atténuation de la fertilisation entérique. On va une diminution limitée du cheptel, moins 27% de ruminants, l'horizon 2050, moins 1% par an. Je vous rappelle qu'actuellement, on est plutôt sur une moyenne de 1,9 sur le laitier et 2,4, 2,5 sur la partie élevage à viande. On va être sur un système plus pâturant et plus autonome et on va essayer de préserver, très important, préserver les prairies permanentes au maximum. Tout ça, c'est sur les ruminants. Sur la partie, on va dire cochons, volailles, etc., on va décarboner l'alimentation animale en évitant les importations au maximum, répartition territoriale beaucoup plus équilibrée et diminution de la concurrence alimentaire. Tout ça dans un but, au final, si on regarde l'ensemble, une gestion, valorisation des effluences d'élevage. Très important sur l'ensemble de l'élevage, on voulait quand même vous faire un petit focus dessus assez rapidement. Ensuite, on passe sur les autres leviers, maintenir et développer le stockage du carbone. Il faut arrêter le déstockage, plus possible. Généraliser le couvert, réduire le travail du sol. Et développer l'agroforesterie, bien entendu, planter des haies. Synergie forte, on passe. Tout ça pour l'horizon 2050. Évolution du système d'élevage, on est à 48
mégatonnes d'équivalent carbone en diminuant les systèmes d'élevage, diminuant la fertilisation azotée minérale et une efficacité, une décarbonation énergétique. Si on regarde en plus des leviers, on a une décarbonation par la fabrication d'engrais qui sont actuellement principalement d'origine minérale et un stockage du carbone plus important grâce aux prairies, entre autres. Donc vous voyez très clairement une dynamique d'atténuation des émissions de CO2 qui est là, nette, sur le scénario de conciliation. Et maintenant, je passe la parole à Emmanuel et on fonce. Merci. Donc très rapidement, si vous voulez plus de détails, vous pouvez aller sur le site, il y a toutes les questions, il y a toutes les méthodologies. Donc, une note de synthèse, excuse-moi, de 16 qui fait 16-17 pages et le rapport complet qui fait 250-300 pages. Il y a un rapport sur la technologie, il y a un rapport en fait aussi sur l'environnement, sur l'éducation, voilà. Et tout est gratuit. Et tout est gratuit, oui. Oui, donc comme on disait, en fait, c'est une étude qui a été faite fin 2024 et avec un échantillon représentatif de 7700 agriculteurs. Donc les enseignements en une slide, en fait, que 80% des personnes qui ont répondu, des agriculteurs qui ont répondu, sont inquiets en fait pour leur ferme. Alors, il y a beaucoup d'inquiétudes, mais il y a inquiétudes au climat, à l'énergie, à l'eau ou au marché. L'immense majorité veulent s'engager. Ils sont conscients qu'il faut accompagner le changement. Le changement, c'est tout le temps, hein, quand on est agriculteur. Il n'y a que 7% qui sont résistants totalement au changement. Mais on va bien changer, mais il faut en fait accompagner la transition avec une stabilité réglementaire, payer pour les productions, payer pour les activités qu'on fait, parce que si on investit sans avoir le retour, forcément on ne peut pas changer. Ou si la règle change au bout de quelques années, on n'arrive pas à suivre. Globalement, il faut que son travail paye. Voilà. Donc quelques pistes, comment on peut accompagner et réaliser cette transition. C'est encore à moi. Il faut une action ambitieuse et coordonnée si nécessaire. Dans un premier temps, il faut assumer la hausse des coûts de production. Il faut agir simultanément sur l'offre et la demande et privilégier mesures incitatives. Et comment on fait ça? Dans un premier temps, on va dans les fermes et on diffuse et on accompagne les connaissances et les pratiques et on accompagne le maximum de fermes et on va voir les gens, on explique ce que l'on est en train de faire aujourd'hui, mais en plus, là, on n'est pas dans les fermes. Il y a aussi une dimension, c'est que les agriculteurs se forment entre eux, que ce ne soit pas que du descendant et surtout l'expérimentation dans les fermes. Ce qui est important aussi, bien évidemment, et là, on est dans l'exemple complet à Hauzeville, c'est quoi? C'est planifier la transition agricole à l'échelle du territoire, ce qu'on est en train de faire. Favoriser les systèmes résilients et adaptés localement. Organiser les arbritages sur la biomasse et l'eau, et ça va être un enjeu majeur dans les prochaines années, l'eau. Et accompagner la structuration des filières sur l'ensemble des territoires, l'Occitanie, mais après au niveau départemental. Et enfin, au niveau de la France et de l'Europe, une politique agricole et économique stable, clarifier les objectifs stratégiques et outiller les politiques publiques à hauteur des ambitions qui sont dans ce rapport, mais pas que, les ambitions des agriculteurs. Garantir la sécurité économique des agriculteurs, on en parlait à l'instant, c'est très important qu'aujourd'hui les agriculteurs vivent de leur métier et aussi en vivent bien et en vivent sans être stigmatisés. Et enfin, anticiper les besoins en compétences, en recherche, en connaissances. On a des outils fabuleux comme l'INRAE qui sont juste à côté et il faut les utiliser au maximum. Je vous rappelle qu'il y a parmi les meilleurs chercheurs mondiaux juste à côté, à quelques pas d'ici. En conclusion, pour nous, la potentiel agricole est remarquable. C'est un secteur qui est critique et qui est vulnérable, qui est majeur. Il y a des leviers de transition qui sont connus par tous, qui sont connus par les spécialistes. C'est un enjeu majeur de généraliser et de massifier globalement leur adoption de ces leviers. Pour nous, les agriculteurs sont volontaires et sont prêts au changement, et on va le voir dans quelques instants. Maintenant, la question, c'est comment leur donner les moyens à l'ensemble de la filière agricole et des agriculteurs pour qu'ils mettent en jeu et qu'ils s'adaptent au futur qui nous attend, qui ne seront pas toujours joyeux tous les jours. Je vous remercie, je passe la place à Jean-Pierre.
Merci beaucoup. Alors merci d'avoir tenu le timing. Je pense qu'il y a plein de questions. Il y aura un temps pour que vous puissiez revenir sur certains points que vous auriez peut-être envie de creuser. Et on accueille en effet Jean-Pierre, donc il vient de l'Aveyron, Jean-Pierre Cavalieri. Et il va nous raconter un petit peu les évolutions sur sa ferme. Et Jean-Pierre, tu es shifter aussi. Tu vas peut-être nous dire en quelques mots pourquoi tu es devenu shifter aussi. Ouais, allô. Là, ça marche. Voilà. Bonjour à tous. Oui, donc je suis Jean-Pierre Cavalieri. Je ne sais pas si vous m'entendez bien. Je suis éleveur en Aveyron et shifter depuis 2020. Dans ce cadre-là, j'ai participé à la réflexion de la présentation qui vous a été faite et ainsi qu'à la grande consultation des agriculteurs. Aujourd'hui, je vais vous présenter 2 faits marquants qui ont orienté mes choix sur mon exploitation et qui m'ont fait évoluer dans mes pratiques. Et ceci sans forcément une incitation économique, mais c'est juste par rapport à mes valeurs. Allez. Hop. Voilà. Donc, je suis dans la vallée de la Liège, à côté de Villeneuve-d'Aveyron. C'est une vallée qui limite le Causse et le Ségala. Donc, un terrain qui est très très vallonné, un habitat diffus, des cours d'eau, ce qui fait que 50% de l'exploitation n'est pas épandable en lisier et qu'on est classifié aussi en montagne sèche. Donc ça fait partie des contraintes de l'exploitation. Donc principalement on est installé en GAEC avec 3 associés, pour 3 associés qui ne sont pas de la même famille. Ceci pour des raisons, ça a été évoqué ce matin, mais par rapport à l'astreinte en agriculture, de pouvoir se remplacer. On produit grosso modo 850 millilitres de lait et on développe un petit troupeau viande à côté. L'objectif, c'est 150 000 € de BE pour 3 familles. Donc ça, c'est une autre vue de la ferme. On voit les bâtiments là, de l'exploitation de mes parents. Et là, c'est le bâtiment des laitières. Donc moi, je me suis installé en 86 avec mon père. C'était un système familial qui a été repris après des études agricoles. Donc ça, c'est une photo de la ferme dans les années 1980. C'était à l'époque un système dit intensif, puisque là, vous voyez le lac, il y avait des cultures de maïs, vous voyez les bandes d'irrigation. Moi, je sortais de l'école, j'avais passé mon bac dans ces locaux ici. Et on nous avait bien formé NPK sur le sol, PDI et UF sur les animaux. Moi, j'étais à fond là-dedans. Derrière est arrivé l'informatique, les plans de fumure et les plans de rationnement, ça marchait très bien. Et on y croyait, moi je croyais que ça allait rouler. On faisait la transplantation embryonnaire et c'était le système intensif de l'époque. Donc voilà, c'était là où il y avait les grosses fumures, vous voyez les maïs. Mon père était passé d'un système foin, ensilage d'herbe, tourteau d'arachide, à un système maïs-soja. On avait des coopératives qui nous prenaient en Bretagne pour voir les systèmes, ça fonctionnait. On laissait les sols nus durant l'hiver, on ne se rendait pas compte, on utilisait des fumures minérales importantes, et moi je ne me rendais pas compte qu'on était en train de décapitaliser. Le sol, la terre, c'était notre bien, mais en fait, on décapitalisait la matière organique du sol. On mettait du fumier, mais malgré ça, on décapitalisait. Excusez-moi. Voilà. Donc jusqu'en 1997, j'avais eu quelques alertes, mais en 1997, j'ai eu une alerte sérieuse. Le 12 juin 1997, il y a eu un gros orage qui s'est abattu sur la ferme. J'ai terminé de biner mes maïs. Et le soir, un gros orage. Il y avait des ravines importantes, des ravines de... allez, on va dire 80 cm, 1 mètre. Et tout l'été, après, dans ces ravines, on voyait l'eau, ça ne s'infiltrait pas et ça descendait. Donc le 13 au matin, là, j'ai demandé à mon fils de prendre cette photo. Il y a ma fille, il y a moi, qui est en train de constater les dégâts. J'étais un peu au fond du trou, là. Et je me suis dit, là, tu ne peux pas continuer comme ça, il faut faire quelque chose.
Et j'ai repensé à cette phrase qu'on attribue aux Amérindiens, là, c'est que la terre ne t'appartient pas, tu ne fais que l'emprunter à tes enfants. Donc j'ai dit, on va mettre en place un plan d'action. Hop là. Ouais. Excusez-moi. Voilà. Donc je mets un plan d'action, je refais les analyses de sol. C'est là où je me rends compte de la décapitalisation, 1,2, 1,3 de matière organique, alors qu'un sol normal était à 3, 3,5. Je recontacte Jean Deléris, mon professeur de biologie, qui a écologie, puisque je suis de la première génération où on avait un examen au bac, la biologie et l'écologie, une épreuve de 4 heures. Il travaillait à l'époque, entre autres, pour la SOBAC, une entreprise avéronnaise qui est... Voilà. Je reprends la Bible de Dominique Solner. Ceux qui doivent connaître, là, c'était les livres qu'on nous faisait acheter quand on rentrait à l'école d'agriculture. Et il y avait une photo dans un de ces livres sur le sol qui m'avait toujours impressionné. C'est un Américain qui labourait avec un tracteur John Deere en suivant les courbes de niveau. Et donc, c'était dans le chapitre limiter l'érosion. Et donc, je me dis, la culture en bande, pourquoi pas. Il faut couvrir les sols en hiver, essayer de limiter le labour, se former aux cultures simplifiées et modifier l'assolement. Alors là, c'est une période où je fais beaucoup de formation. Donc vous voyez, donc il y a toujours le lac et je change complètement le sens de travail de la ferme. Donc je fais des bandes alternées et ça, l'orage en 97, dès 98, là, je change tout le sens de culture de la ferme. Je fais beaucoup de formations et comme chacun, quand on rentre chez soi et qu'on repense aux formations, je vais vous citer 2 phrases qui m'ont choqué dans ces formations. C'était un Américain qui nous avait expliqué la résilience sur une exploitation, ça passe au minimum par cette production animale, cette production végétale. Et nous, on nous avait dit, vous êtes bon dans un truc, vous êtes spécialisé, allez-y. Bon, première interrogation. Deuxième interrogation, c'était un Brésilien, directeur d'une des plus grosses coopératives au Brésil, et qui nous disait dans son exposé, l'Amérique du Nord, ils ont le machinisme. L'Europe, vous avez la chimie. Nous, on a nos sols qui sont bien vivants. Il faut qu'on les conserve. C'était dans ces années-là. Et bon, c'est quelque chose qui m'est resté. Donc, à force de faire des formations, le semi en bande, là, c'était un peu difficile parce que bon, c'est un peu compliqué de faire des bandes alternées. Donc j'arrête complètement le labour, je passe au semi-direct. Je couvre mes sols en permanence en utilisant des métaux azotés. Parce que pour constituer du carbone, de la matière organique, il faut du carbone, mais il faut aussi de l'azote. Et donc c'est pas négligeable, surtout si l'azote est d'origine pétrolière, comme on vient de voir là. Je sursème mes prairies naturelles pour les orienter vers des prairies plus riches en azote et légumineuses. J'arrête les insecticides, les fongicides, et je choisis des molluscicides bio, parce que quand on veut travailler la vie du sol et revenir à l'agronomie comme le souhaite le directeur ce matin, là, il faut tout intégrer, quoi. J'utilise massivement des EM, des micro-organismes efficaces. Je passe rapidement, mais si vous avez des questions, j'y répondrai après. J'utilise des engrais azotés d'origine végétale et non pas d'origine pétrolière. Alors, bon, c'est vrai qu'on ne pourra pas tout transformer en engrais azotés d'origine végétale. J'utilise du charbon de bois de type biochar et de l'eau de mer concentrée dessalée. Je mets en place des prairies adaptées, plus résilientes à la sécheresse et plus adaptées avec une flore plus diversifiée. Et ça paraît rien, mais ça coûte très très cher sur une exploitation. Parce que ça coûte, quoi. Ensuite, je plante des arbres en agroforesterie. Je mets en place un pâturage tournant dynamique avec des paddocks. Le réseau d'eau est en cours de réalisation. Et je me forme pour apprendre à valoriser l'herbe. Des prairies multi-espèces, formation. Donc ça, c'est les 2 outils que j'utilise massivement sur la ferme. En haut, vous avez le semoir à maïs. En bas, vous avez le semoir à céréales et à prairies. 4,5 litres de gasoil à l'hectare pour semer un hectare. Donc,
il est clair que j'ai des échecs, parce que ça marche pas tout le temps. C'est un parcours d'apprentissage. C'est un apprentissage. Et c'est vrai que si 1 an, 2 ans, 3 ans, tu fais un échec, à un moment donné, il faut se poser la question. Il faut pas non plus être sectaire et accepter de revenir à un léger travail du sol. Et dans ce cadre d'une formation, on m'offre un livre de Masanobu Fukuoka, qui est classifié comme un des fondateurs de la permaculture, pardon. Et dans ce livre, il y a une phrase qui me choque, qui m'interpelle souvent, c'est la compréhension de la nature dépasse la portée de l'intelligence humaine. Et souvent, qu'on soit agriculteur, qu'on soit personne qui crée des règlements, on met des obligations de moyens. Et l'obligation de résultat, elle n'est pas toujours là. Et c'est vrai que des fois, la nature, elle a sa façon de vivre. Voilà. L'important, c'est quand même le résultat, et à la fin, le résultat économique que vous sort le comptable. Donc, je travaille avec un nutritionniste qui m'aide à valoriser ces métayers. Et il a été, lui, formé en Nouvelle-Zélande et à la valorisation efficace de l'herbe. Voilà. Et donc ça, c'est une photo d'aujourd'hui avec, bon voilà, là vous voyez les paddocks, on devine les lignes d'arbres là qui apparaissent. Donc la culture, c'est toujours perpendiculaire au sol. Voilà. Donc c'est des qui sont plantés, des prairies permanentes et une autonomie, recherche d'une autonomie fourragère. Juste en 2 mots, une des photos de 1960, vous voyez que les cultures étaient bien perpendiculaires à la pente et que toute cette zone-là qui maintenant est en bois, c'était des vignes qui ont disparu. Deuxième grand choc, c'est 2020 pendant le Covid. Enfin, deuxième grand choc. Ce n'est pas forcément un choc, mais c'est une interpellation. Je profite d'avoir un peu de temps et je prends tous les cours de Jean-Marc Jancovici qui sont disponibles sur YouTube. Des cours où il explique il y a une dizaine de cours. Et comme chacun, je tombe sur cette diapo dont Madame Agnès là, a parlé ce matin, les kilos d'équivalent carbone pour la production d'1 kilo de nourriture. Et quand je vois ces 2 colonnes-là, le bœuf et le veau, je me dis que ceux qui marchent sur le béton, s'ils veulent qu'on diminue la production ou qu'on augmente le stockage de carbone, c'est vrai que si on diminue les vaches et les veaux, on va déjà faire une bonne partie du boulot. Et en tant qu'éleveur, ça vous interpelle, surtout quand on entend régulièrement qu'il faut baisser la consommation de viande. Et là, j'en viens, en écoutant quand même le cours de Jean-Marc Jancovici, où il y a pour moi, il y a le brut et le net, et que dans le net, si on compte le stockage qu'on peut générer dans la prairie, c'est moins catastrophique. Enfin, c'est ma position à l'époque, et c'est ma position encore aujourd'hui. Donc, on se met, avec le nutritionniste, à utiliser plus d'herbes. On utilise plus d'herbes dans la ration, on diminue les quantités de soja qui sont importées, on remet les vaches massivement au pâturage. Alors là, ces photos, elles datent d'une dizaine d'années. Et là, c'est vrai que je n'ai pas poussé le raisonnement à fond, parce que la vache blanche et noire que vous voyez là, ce n'est pas une race qui est forcément adaptée au pâturage. Donc il y a d'autres solutions, mais constituer un troupeau, c'est une vie de travail. Et bon, moi, à 50 ans, je n'ai pas changé, enfin, ni même le GAEC, on n'a pas changé notre race. Et en plus, ce que disait Sébastien aussi tout à l'heure, c'est que y compris à Villeneuve-d'Aveyron, la culture du maïs, elle devient de plus en plus difficile. Non pas parce qu'il manque d'eau, parce qu'on a le réseau d'irrigation, mais parce que si on prend un coup de chaleur au moment de la fécondation du pollen, le maïs, il ne féconde pas, et donc vous n'avez pas de rendement. Et ça nous arrive assez régulièrement, même chez nous. Donc par contre, sur la partie viande, bon, j'avais fait un voyage en Argentine il y a quelques années, j'avais découvert la race Angus, qui est
qui a un très très bon coefficient de transformation de l'herbe en viande. Et voilà, c'est ce qu'on développe avec objectif de produire une viande bas carbone et avec un bon taux d'oméga 3. Donc en conclusion, décarboner l'agriculture, c'est possible. Les agriculteurs, ils sont prêts. Ça passe par des fermes plus résilientes, plus diversifiées. Pour moi, ça passe par une association de la production végétale avec la production animale. La chose aussi qui se passe, c'est que dans un contexte de robotisation, de renouvellement des générations et de changement climatique, pour moi, c'est incontournable à terme d'aller vers ce système-là, d'avoir des systèmes plus herbagés. Les agriculteurs, ils sont prêts, mais il faut que tout l'écosystème y participe, que ce soit les filières, que ce soit les institutions, que ce soit les collectivités et que ce soit l'État. Et je terminerai par cette phrase, moi qui, non pas pour tous ces changements que j'ai faits, ce n'est pas par des raisons forcément économiques, mais c'est que la terre ne nous appartient pas et qu'elle appartient à nos enfants. On ne fait que l'emprunter à nos enfants. Merci à tous pour votre attention. Merci beaucoup, merci Jean-Pierre, merci Emmanuel et Sébastien. Oui, tu peux le garder. On va quand même en passer un au public. Donc voilà. Tiens, il en reste un. Donc il en reste un pour moi. Il y a eu beaucoup d'informations. N'hésitez pas donc à poser des questions et aussi à faire part de vos réactions par rapport à ces leviers qui sont évoqués, à ces techniques, à ces pratiques. À vous le micro, vous pouvez vous présenter s'il vous plaît. Oui, bonjour, Julie Dald, je travaille au service agricole à la DDT de l'Aveyron. J'ai une question pour Jean-Pierre. Voilà, on voit que vous avez déjà beaucoup fait évoluer votre exploitation et je voulais savoir, est-ce que vous pensez que vous êtes arrivé au bout ou comment vous vous projetez dans les prochaines années? Est-ce qu'il y a encore des choses à faire? Est-ce que vous voyez encore plus de résilience sur votre exploitation? Comment vous vous projetez? Comment je projette l'avenir? C'est vrai que bon, moi je vais arriver à la retraite, mes associés sont en train de prendre la retraite. On n'a pas d'enfant qui va reprendre. Mais par contre, avant de parler de l'avenir de mon exploitation, je voudrais un peu revenir en arrière sur comment elle avait été conçue, cette exploitation. Parce que la ferme de La Rossie, son histoire remonte dans les années 1700. Et c'était quelqu'un qui avait été anobli et qui était devenu de La Rossie. Et cette personne-là était arpenteur du roi. Aujourd'hui, on dirait géomètre. Et donc, il avait conçu tout un système sur cette exploitation raisonnée. C'est-à-dire qu'au niveau du sol, il y avait eu un réseau de drainage, il y avait un réseau d'irrigation qui avait été constitué. Ensuite, au niveau des productions, il y avait une bergerie, il y avait une étable à vaches, il y avait une porcherie, il y avait des volailles, il y avait tout un tas de productions animales. Tout à l'heure, je disais cette production animale, cette production végétale, il n'y a pas besoin de remonter à 1700. Vous remontez juste à mon grand-père, ça y était. Donc, ça avait été conçu comme ça. Au niveau des productions végétales, il y avait une vigne, bien sûr. Il y avait un verger, une pommeraie, 2 hectares. Il y avait 7 hectares de châtaigniers. Il y avait 3 hectares de noyers. Et donc, tout ça, ça fonctionnait. Au niveau du bâtiment, je ne vais pas m'étendre, mais il y avait des salles de réception, il y avait un salon des dames et il y avait un salon de jeu, ainsi qu'une chapelle. Donc tout ça, ça avait été conçu par ces hommes-là, parce que le fils avait été aussi arpenteur du roi, et ça avait été conçu comme ça. Aujourd'hui, si on redéveloppait, c'est pas que je veuille revenir à ça, mais si je m'inspire de son fonctionnement, parce qu'il y avait quand même une trentaine de personnes qui y vivaient sur cette exploitation. Si on revenait à ça et qu'on crée ça aujourd'hui, on appelle ça un collectif, avec chacun un qui est spécialisé dans une... Donc voilà, c'est pas revenir forcément à ça, mais c'est m'inspirer de ça et de m'inspirer de cette vision. Bon, moi j'ai une soixantaine d'années, donc c'est vrai que je n'arriverai pas à reconstituer ça, mais je pense qu'à l'avenir, moi j'ai été dans une génération
où la diminution des personnes qui intervenaient sur une exploitation a fait qu'on nous a dit, bon, mais vous êtes bon dans un domaine, spécialisez-vous. Aujourd'hui, on évoque le problème, ce matin, ça avait été évoqué, pour trouver de la main-d'œuvre. C'est vrai que c'est compliqué. Par contre, sur des exploitations qui sont comme ça, on peut très bien envisager des partages de production. Quand on est en agriculture de conservation, on parle d'agriculteurs qui mettent à disposition leur terrain avec leurs couverts végétaux pour faire pâturer d'autres agriculteurs, qui sont des agriculteurs, des éleveurs sans terre. Voilà. C'est ce genre de choses-là qui peut peut-être se faire. Et l'avenir de la ferme, moi, je le vois comme ça, résiliente et diversifiée. Après, il se pose une autre question par rapport à ça, parce que je vous ai dit, j'ai voulu faire la présentation rapide, je vous ai dit que j'étais descendu à 1,2 de matière organique. Aujourd'hui, il y a 5 ans, j'étais remonté à 2,6. Descendre à 1,2, 1,3, ça a mis 20 ans. Remonter à 2,6, ça a remis 20 ans. L'agriculture est un cycle long. Quand vous vous installez agriculteur, vous faites les emprunts et tout, et comme ça a été dit ce matin, vous vous retrouvez assez rapidement bloqué. Donc il faut... Voilà. Par contre, dans un système avec collectif où voilà, on peut arriver à ça, les pays d'Amérique du Sud, qui travaillent beaucoup en semi-direct, ils ont fait aussi évoluer le statut du fermage. Parce que quand on loue un hectare qui a été travaillé ou sur lequel on a stocké du carbone, si vous avez quelqu'un qui arrive, qui vous loue les terres pendant 4 ou 5 ans et qui déstocke massivement le carbone, il va faire des bons rendements. Mais il y a votre baisse, vous décapitalisez votre sol. Donc en France, ça, voilà, vous louez des terres, mais personne ne vient regarder le taux de matière organique que vous avez dans le sol et comment ça va évoluer sur les 10 prochaines années. Mais quand vous parlez de ça à un expert foncier, il est surpris. Mais en Amérique du Sud, c'est courant. Voilà. J'ai été trop long dans la réponse, mais merci d'avoir posé la question. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, Jean-Philippe, ici. Bon, elle est rapide. En fait, vous avez beaucoup évoqué le terme de système. Et on a l'impression qu'il faut arriver à jouer sur plusieurs éléments, plusieurs choses à la fois. Comment est-ce qu'on y arrive ça sans une planification générale? Je ne sais pas, mais j'ai l'impression qu'il y a énormément de curseurs qui doivent bouger à la fois pour arriver au scénario que vous avez présenté. On va essayer de répondre à deux, oui. Oui, c'est une très bonne question, merci. Il y a à la fois le système, donc les intervenants, les éleveurs et les agriculteurs, mais il y a aussi le monde économique et de plus en plus il y a des producteurs d'énergie, il y a aussi le monde politique, parce que en fonction des décisions et des règles, on va influencer le système, et bien sûr il y a les consommateurs, parce que l'agriculteur il produit ce qui se vend, donc en fait c'est l'ensemble de la société qui doit réfléchir et rentrer dans le détail, je pense, pour arriver à réfléchir à ce système, parce que tout est lié en fait. Donc je sais pas si tu veux un tout petit peu compléter, mais je suis totalement d'accord avec ce que dit Emmanuel. Vous avez raison. C'est-à-dire que on a fait le plan de transformation de l'économie française en 2022 qui va être actualisé pour les prochaines présidentielles. En fait, malheureusement et heureusement, aujourd'hui, pendant des années en industrie, en agriculture, on a travaillé en silo. Et on s'aperçoit aujourd'hui qu'il faut travailler sur un système qui est complet. Ce qui nous arrive dessus avec le changement climatique, ça va être extrêmement violent. Je ne pense pas que tout le monde dans la salle, on s'aperçoit ce que ça veut dire réellement. Ça va être très, très violent. Je peux vous le dire, quand on lit on a lu entièrement les rapports du GIEC, Emmanuel et moi. On a assisté à plusieurs conférences de spécialistes du climat. Ça va être très violent, ça va faire très mal. L'agriculture va devoir changer, s'adapter, et ça va être un des premiers, et ça commence d'ailleurs, une des premières, je veux dire entreprises, c'est un peu malheureux à dire, mais un des premiers secteurs plus exactement qui commence à être impacté, qui va être impacté de plus en plus. Et si le reste de la société aide pas les agriculteurs à changer, ça sera compliqué.
Mais en même temps, comment faire? Eh bien, en faisant ce qu'on fait aujourd'hui, en sensibilisant, en en avoir des acteurs économiques, sociologiques, politiques, et en prenant les bâtons de pèlerin et en continuant. On ne peut pas faire autrement. On n'est pas dans un système style chinois ou autre qui dit on va faire comme ça puis c'est pas autrement. On est dans un système, et heureusement qu'on est dans une démocratie, qui écoute, qui se respecte les uns les autres, et on doit amener tous ensemble, et tout le monde, à changer, à évoluer ses pratiques pour le bien commun, et puis qu'on puisse continuer à vivre et à s'alimenter. Je donnerai juste un chiffre très très léger qui fait très mal au cœur. À l'horizon 2050, le Fonds mondial pour l'alimentation a dit que 50% de la production alimentaire mondiale sera réduite, de moitié. Ça veut dire que la moitié de l'humanité aura moins à manger en 2050. 2050, c'est dans 25 ans. Donc il faut bien se rendre compte des choses et il faut évoluer. Voilà, j'ai plombé l'ambiance, tout va bien, merci. Il y a une question là-bas, il y a un micro, et puis après, oui, Sophie. Bonjour. Déjà, merci beaucoup pour votre intervention. Et petite question, parce que vous avez dit que du coup, vous ne preniez pas en compte ni l'aquaculture ni la pêche. Et je me demandais si pourquoi ce choix-là, ou si vous faisiez d'autres études à côté qui concernent principalement l'aquaculture et la pêche, ou si vous n'en parliez pas du tout. Vous avez bien écouté Sébastien, il a dit qu'il y a un deuxième rapport qui est en cours d'élaboration et qui sera consacré justement à l'agriculture, à partir de la pêche et l'alimentation en fait. Déjà le sujet à l'agriculture et l'aquaculture aussi qui n'est pas dedans. Mais le sujet de l'agriculture est déjà tellement vaste et on voit que le système, comme on discutait, c'était un système déjà très complexe. Et donc il suffit d'attendre le prochain et il suffit de refaire une conférence et de réinviter dans 2 ans et on aura la réponse à la question. Merci beaucoup. Bonjour, Sophie Huby, je travaille au GIE Élevage Occitanie. Vous avez dit donc que l'élevage et l'agriculture allaient être très fortement impactés et va devoir s'adapter. Mais par ailleurs, dans la stratégie carbone, on demande à l'agriculture aussi d'atténuer son impact environnemental. Et on a une stratégie d'autonomie alimentaire. Dans votre schéma, dans vos réflexions, les 3 volets sont pris en compte? L'idée, oui, c'était de prendre tout le système, en fait. À la fois réduire en fait, c'est un des scénarios, l'agriculture. Mais donc, en fait, on fait réduire tous les systèmes pour atteindre, en fait, 2 tonnes par habitant. Et donc, l'agriculture prend sa part. Et donc, il y a à la fois, comme vous dites, réduire, stocker et transformer pour arriver à ces objectifs de 48 tonnes et changer les pratiques de culture. J'ai remis cette diapo là qui peut vous aider pour voir le potentiel nourricier. Oui, voilà, il y a des différents scénarios, comme on disait, celui en vert, celui qu'on privilégié. Après, il y a différents potentiels. En fonction de chaque scénario, vous allez voir qu'il y a une dépendance aux importations qui est plus importante. Après, vous avez totalement raison. Aujourd'hui, ça doit totalement changer, évoluer. Quelque chose que je dis tout à l'heure, mais je suis passé très vite, l'agriculture dans la stratégie bas carbone est moins impactée que d'autres industries, puisque la stratégie bas carbone a aussi pris le pari que l'agriculture est aussi un secteur stratégique extrêmement important, puisque ça nourrit des gens quand même. C'est-à-dire qu'ils ont des objectifs qui sont adaptés et qui sont moins violents que dans d'autres industries. Si vous prenez l'industrie aéronautique, par exemple, c'est beaucoup plus violent que le secteur agricole. Donc je ne sais pas si voilà, le premier graphe, là, ça montre qu'il y a 87 millions de personnes potentiellement nourries à iso-régime avec ce scénario. Donc soit plus que la population française actuelle. Ils ont intégré cette question de souveraineté alimentaire tout en atteignant les objectifs de la stratégie nationale bas carbone. Et on voit voilà, la dépendance aux importations qui est réduite par plus de moitié et l'autonomie, la contribution énergétique qui est triplée par rapport à aujourd'hui, ouais. Dans ce scénario de conciliation. Là, vous voyez les 4 scénarios, celui qui est en bleu, gris, rouge, enfin les oranges, là je suis daltonien, rose et vert. Ouais, le bleu, c'est l'actuel. Le bleu, c'est l'actuel.
Pour information, et peut-être vous allez poser la question, donc je l'anticipe, nous, le Shift Project, on travaille principalement sur la décarbonation, mais après, il y a des effets indirects qu'on a un peu moins traités, comme la biodiversité et autres, qui peuvent être traités, dont on peut aussi vous parler, mais c'est un peu moins notre cœur de travail. Est-ce qu'il y a d'autres... Oui, il y a une question là-bas. Ah, pardon. D'abord vous, monsieur. Pas de souci. On parle beaucoup de, je ne sais pas si c'est vraiment une question, peut-être plus une remarque, on parle beaucoup de transition agricole, transition des exploitations, mais est-ce qu'on parle des transitions des industries agroalimentaires? Parce que je pense qu'elles ont un rôle majeur à jouer dans accompagner aussi les exploitations dans cette transition. Et voilà, est-ce que ce rôle des industries agroalimentaires qui parfois peuvent pousser à la standardisation d'une agriculture et mettre en concurrence les unes vis-à-vis des autres, voilà, est-ce qu'ils n'ont pas un rôle à jouer dans cette adaptation et cette transition? Je vais vous répondre et je vais vous montrer celle-là. Tac, 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 tac. On est en train d'y travailler sur l'industrie agroalimentaire. Parfait. Puisque en 2025-2026, on est en train d'y travailler. Et pour vous donner une idée, si jamais j'ai les chiffres, mais je ne les avais pas présentés parce que c'était un petit peu long, on sait aujourd'hui que... alors attendez, c'est ici, voilà, je l'ai. En fait, on s'aperçoit que quand on regarde le panier moyen d'un Français, une grande partie de son alimentation qui est payée par l'industrie alimentaire, relativement peu, l'agroalimentaire, pardon, et relativement peu sur l'élevage. Donc c'est quelque chose qui va être travaillé ces prochains. On est en cours. Moi, je peux vous dire qu'on est en train de bosser dessus. Et assez fortement et assez violemment, mais ça risque aussi de faire parler. Merci. Oui, moi je me posais la question en fait, depuis ce matin en fait, de la place des politiques publiques. Donc, dans ces scénarios ou scénarii, est-ce qu'on a pris en compte la position de l'État, de l'Europe, etc. Parce qu'en fait, ça peut freiner ou accélérer. Aujourd'hui, moi, ça me pose question sur la clarté des discours et à l'Europe et au niveau national, où j'ai l'impression que tout se dit et son contraire. Donc, dans quelle mesure ces scénarios prennent cela en compte? Et de la même manière, j'ai l'impression toujours qu'on fait peser sur les entrepreneurs qui nous nourrissent. Et justement, qui sont les acteurs qui... Alors, on a parlé de la PAC, évidemment, etc. Mais quels sont les leviers financiers? Parce qu'on le voit dans les sondages des agriculteurs, tout le monde est prêt à changer, mais personne n'en a les moyens, ni le temps, etc. Donc moi, ça m'interroge. Enfin, depuis ce matin, en fait, je me dis, l'élevage, on demande beaucoup de choses aux éleveurs et aux éleveuses, mais finalement, qu'est-ce qu'on fait collectivement? Nous, consommateurs, on peut payer éventuellement plus cher et dans la limite, etc., par rapport à ce qui a été dit ce matin. Mais bon, depuis ce matin, ça me perturbe la place des politiques publiques. Mais en fait, c'est un peu la démarche du Shift Project, d'essayer d'accompagner le changement en influençant les politiques publiques. Donc, les journalistes proposaient à Jean-Marc Jancovici, est-ce que vous voulez être candidat? En fait, il a dit non, je ne veux pas être candidat. En fait, je veux travailler à des solutions pour proposer en fait, dans les programmes politiques et à nos élus de terrain, mais aussi les élus de la région, aux élus de la nationale et à l'Europe, comment je peux accompagner le changement en fait. Parce qu'en fait, quand on regarde ces scénarios, pour l'instant, on n'y est pas en fait. Donc, on va être obligé de relancer. Le changement, on a commencé à prendre conscience du changement. De plus en plus, les acteurs essayent de faire quelque chose, même dans les entreprises, dans les exploitations, au niveau des communes. Mais c'est l'ensemble de la société qui doit changer en fait. Et donc les politiques publiques définissent le cadre. Mais et donc c'est en fait un peu ce qu'on essaye de faire avec notre bâton de pèlerin, comme tu disais, de dire ce qu'il faut faire. Et si on le fait pas, en fait, le changement va arriver à nous et ce sera violent. Donc l'idée, c'est de se préparer et de sensibiliser les politiques et les politiciens pour accompagner le changement et définir les règles. Et peut-être si je peux compléter, parce que je suis aussi shifteuse, une des grandes forces de ce rapport et de Jean-Marc Jancovici, c'est d'être écouté, d'avoir l'oreille des politiques. Donc peut-être qu'en présentant cette grande conclusion qui montre que justement, il y a beaucoup de leviers de transition au niveau de l'exploitation qui sont connus, mais que les agriculteurs et agricultrices ne peuvent mettre en œuvre que avec des conditions réglementaires qui soient stables, une vision qui soit cohérente. Donc agroécologie, Mercosur, c'est pas compatible, et des filières qui partagent mieux la valeur.
ne pas oublier une chose, c'est que Enfin, l'idée, si on se met c'était pas tous ensemble- par rapport au shift. Hein. Enfin, moi, c'est vraiment, c'est comment enfin, je vois bien comment fonctionne le shift, etc. C'est pas tant ma question. C'est la prise en compte justement dans ces scénarios. Si l'État fait rien, si l'État s'implique, si l'État vote le Mercosur, etc. Fait qu'on voit un peu plus l'impact, parce qu'en fait, on sait bien que c'est la force publique qui fera, enfin, chacun est acteur, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a un moment, si le cadre réglementaire et financier n'est pas propice, enfin, on va aller tous droit dans le mur. Donc, c'est pas tant par rapport au shift, hein, mais c'était pour, enfin, voilà. Moi, je peux vous répondre deux choses par rapport à ça. La première des choses, c'est que, comme tu disais tout à l'heure, et on l'a dit, 30 000 adhérents, c'est plus qu'un parti politique. Chez les shifters. Donc ça fait quand même une force de proposition, une force d'action. Et la deuxième des choses, c'est que certes, si jamais ça ne change pas, et ben à un moment donné, la réalité se reviendra à nous. C'est malheureux à dire, mais c'est-à-dire que si à un moment donné, ben, ça ne change pas, ça ne changera pas. En tout cas, c'est peut-être une suggestion à faire pour la deuxième partie du rapport que d'intégrer ces différentes, ce levier pour montrer justement l'impact que ça peut avoir. C'est une suggestion qu'on fera remonter. Il y avait une question, Julie ? Oui. Du coup, Julie Hébrard, chargée de mission agropastorisme à l'entente Cossé-Cévennes. Moi, j'ai une question pour Jean-Pierre Cavalery. En fait, je voulais savoir, après la prise de conscience que vous avez décrit et tout ça, comment vous avez fait pour concrètement mettre en œuvre les changements que vous souhaitiez faire ? En fait, comment ça s'est matérialisé ? Vous parliez d'emprunts ou de choses comme ça. J'ai compris que vous avez fait beaucoup de formations. Mais du coup, est-ce que vous avez eu je sais pas, des accompagnements par des organismes techniques agricoles, voilà, est-ce que vous êtes beaucoup endettés pour mettre en œuvre ces changements, etc. Comment concrètement vous avez matérialisé le changement ? Alors, on n'a pas créé d'endettement supplémentaire parce que déjà, 2008, il y avait la crise du lait et on sortait de création d'un GAEC, une construction de bâtiments, et économiquement, c'était râpé. Donc il y avait une partie du matériel, l'ACUMA y ont répondu. Et c'est vrai que la région a bien aidé les matériels de semi-direct et continue à les aider. Après, concrètement, je vais le dire, j'ai 60 ans maintenant, je peux le dire franchement, les commerciaux de coopératives qui intervenaient chez moi m'ont pris pour des rigolos, m'ont pris pour un rigolo. En 97, parce que faire des bandes alternées là comme je faisais, c'était pas. Ben non. Même les chasseurs, ils en rigolaient. Ils disaient tu nous as fait des bandes d'herbe pour qu'on puisse tirer les sangliers quand ils traversent. Voilà. C'est vrai. Alors je le prends comme ça, mais je répète pourquoi je l'ai fait. Je vous l'ai dit en introduction. Moi, c'était par conviction. Tout. Après, vous savez, il restera ce qui restera, mais bon, à un moment donné. Ce matin, il y a une intervention d'une fille, là, jeune installée. Si vous installez un agriculteur, que vous avez des emprunts, que vous êtes un peu lié à ça, bon, salarié, vous arrêtez le lendemain, mais quand vous avez des emprunts, vous êtes lié un peu à ça. Si en plus, votre relationnel d'amis ou les amis de vos enfants disent bon, moi j'arrête de manger la viande parce qu'on est en train de tuer la planète, je ne fais plus d'enfants parce que ça. Bon, vous vous dites quand même il faut se recentrer. Alors c'est vrai, j'ai fait des formations et si en plus vous faites ça sur votre exploitation, que vous faites des tâches à contre-courant de vos idées, mais on va droit au burn-out. C'est vrai en agriculture, c'est vrai dans toute profession. Pour moi, si vous faites un travail à contre-courant de votre vision, vous allez au burn-out. Et ça, moi, ça a failli m'arriver. Donc, ça a été la première cause de mon changement. C'est la photo que vous voyez là. Quand je suis avec mes enfants, là, je dis, il faut arrêter. Bon, c'est la principale raison. Après, ça passe par de la formation. Ça passe par un état d'esprit qui fait que, heureusement, il y a des formateurs qui sont, qui m'ont, enfin, j'ai cité 2 ou 3 livres, mais il y en a d'autres qui vous confortent dans vos choix, parce que c'est vrai que
les commerciaux de coopératives, quand vous leur expliquez que non, je recherche l'autonomie, c'est pas dans leur intérêt. Le marchand de matériel, c'est pareil. Quand vous lui dites je veux un semoir à semi-direct, oh non, mais le labour, ça va toujours continuer. Le labour, si vous reprenez l'histoire du labour, le laboureur et ses enfants, le labour en Angleterre, le parti travailliste, c'est le labour. C'est un type qui ne laboure pas, il ne travaille pas. Après, vous avez toute je l'évoque là, je peux l'évoquer, mais toute la partie par rapport à l'utilisation des pesticides. Quand vous êtes en semi-direct, on utilise un pesticide que tout le monde connaît, qui est fabriqué par un certain Monsanto. Et on en utilise. Et c'est vrai que vous prenez, en réunion, vous prenez, ah mais oui, mais toi tu fais du semi-direct, tu utilises ça. Bon, en fait, quand vous allez sur Wikipédia, que vous regardez les pesticides, il y a 27 familles. Et tout le monde connaît une sous-famille des herbicides, l'herbicide total, qui est le glyphosate. Ça, tout le monde le connaît. Mais il y en a 27. Voilà la présentation, je vous ai dit, j'ai arrêté les insecticides. Sur l'exploitation, je n'utilise plus d'insecticides. J'ai arrêté les fongicides. Les fongicides, c'est ce qui tue les champignons. Si vous voulez un sol vivant, il faut du fongicide. Les molluscicides, j'utilise que des molluscicides bio. Ce n'est pas par rapport à des règles, c'est par rapport à ma conviction. Et j'utilise massivement les EM pour contaminer positivement le sol. Par contre, pour revenir au glyphosate, moi qui suis un peu ancien, si vous remontez dans les articles, vous pouvez voir que dans les années 80, 7 ou 8, on vous proposait, pour augmenter le taux de matière sèche de l'herbe, du régras, sur lequel après vous allez faire un maïs, de passer du glyphosate en plein. Ça devait augmenter le taux de matière sèche de l'herbe. Vous fauchiez ça 5 jours après, vous augmentez le taux de matière sèche de l'herbe. Il y a des tests qui ont été faits, mais ça n'a jamais pris. Parce que les agriculteurs, ils ont dit, je ne veux pas mettre du glyphosate sur quelque chose que vont manger mes vaches. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que vous allez en Amérique du Nord, si vous voulez manger des lentilles en France, et si vous voulez manger du blé dur, eux, comme ils ont un climat qui est dur, pour que leurs lentilles et leur blé dur, ils arrivent à maturité, ils pulvérisent le glyphosate dessus. Et c'est nous qu'on le mange. Et ça ne pose pas de problème. Alors moi, je ne juge pas. Mais c'est vrai que quand on veut avoir une vision globale, il faut l'avoir globalement. Donc pour en revenir à votre question, pardon, moi, personnellement, c'est par conviction. C'est pour être en accord avec ma vision. Et après, c'est vrai, il faut faire des formations. Il faut aller les chercher. Aujourd'hui, YouTube, là, YouTube, si on le prend vraiment, vous avez des sites comme Vers de Terre Production, vous avez des sites comme... pour un jeune, c'est fantastique. Voilà. Nous, on avait, je vous l'ai cité tout à l'heure, on prenait le son. Je suis trop long. Un peu. Non, c'est passionnant. Hein. Vraiment, on resterait des heures avec toi. Mais non, mais vas-y, tu finis ta phrase. Finis ta phrase. Non, j'ai vu que j'étais trop. En tout cas, merci beaucoup à vous trois et merci particulièrement aux agriculteurs et agricultrices qui s'impliquent dans le Schist Project, parce qu'on a dit ce matin qu'il y avait trop de distance entre ceux qui marchent sur du béton et ceux qui marchent sur des sols avec plus ou moins de matière organique. Et c'est une instance où il y a beaucoup d'agriculteurs et d'agricultrices qui participent et ça permet d'avoir toutes ces nuances. Oui, le glyphosate, parfois, on en utilise pour pouvoir moins labourer. C'est pas si simple que blanc ou noir. Donc merci à toi et merci aux agriculteurs et agricultrices d'apporter cette nuance dans toutes les réflexions. On peut les applaudir bien fort tous les trois. Merci beaucoup d'avoir pris sur votre temps pour venir présenter ce rapport.